Narcisse et Écho. L'air et la terre avaient une fille, Écho. Cette charmante nymphe vivait dans les bois aux côtés de la déesse Artémis. Elle allait de rivière en torrent. Les arbres lui servaient de toit, la mousse et les jeunes pousses de lit. Elle ne connaissait ni tourment ni ennui. Un jour qu'elle babillait avec les autres nymphes, Écho fut accusée par la grande déesse Héra d'aimer son époux infidèle. C'était une injustice, mais Héra, aveuglée par la colère, refusa d'écouter Écho, qui l'implorait. « Tu veux donc avoir le dernier mot ?» clama la déesse, folle de rage. Son châtiment ne tarda guère. Bientôt la nymphe devint incapable de parler. Ni phrase ni rire ne sortaient plus de sa bouche. Elle répétait seulement les derniers mots qu'elle entendait. Écho était au désespoir. Cette punition était d'autant plus cruelle que notre jolie nymphe tomba éperdument amoureuse. Écho aimait Narcisse. Ce garçon était tellement plaisant que toutes les nymphes et toutes les jeunes filles espéraient recevoir de sa part un baiser. Mais le jeune homme était indifférent aux beautés qu'il croisait, et jamais il ne sentait la présence d'Écho, qui le suivait pourtant aussi fidèlement que son ombre. La nymphe l'observait sans pouvoir lui parler, avec l'espoir pourtant d'en être un jour aimée. Un beau matin, elle tenta toutefois de se faire remarquer. Narcisse, à la recherche de ses amis, appelait « Êtes-vous ici? Y a-t-il quelqu'un par ici ?» Et Écho lui répondait de sa jolie voix « Ici, ici, ici !» Narcisse lui demanda alors de venir, et Écho, le cœur battant, apparut au jeune homme. Mais celui-ci s'en détourna immédiatement, et sans la regarder, il cria « Jamais, jamais! Penses-tu qu'un jour il se pourrait que je te donne pouvoir sur moi ?» Et la voix de la nymphe, entrecoupée de larmes, répéta suppliante « Je te donne pouvoir sur moi !» Mais déjà, Narcisse s'éloignait. Méprisée par celui qu'elle aimait, Écho s'enfuit à travers bois jusqu'à trouver une grotte dans laquelle elle voulut cacher sa honte et son désespoir. Émue par le chagrin sincère de la nymphe, la déesse Némésis se résolut à la venger. Narcisse se promenait, comme à son habitude, lorsqu'il fut soudain pris d'une soif terrible. Il se laissa alors guider par Némésis jusqu'à une fontaine et il s'y pencha pour prendre une gorgée d'eau. Lorsqu'il vit son propre reflet, Narcisse en tomba amoureux. Dès lors, il ne cessa plus de contempler son beau visage dans l'eau limpide. Il se désespérait de ne pouvoir ni toucher ni aimer cette image, et il n'arrivait pas à s'en éloigner. Sa douleur était si grande qu'il appelait la mort, espérant ainsi se libérer d'un amour impossible. « Hélas !» gémissait-il, « je comprends bien maintenant toute la peine que j'ai causée à ces jeunes filles. » Le temps s'écoulait, et progressivement, les pieds de Narcisse se changeaient en racines, son corps en tige, et sans qu'il s'en aperçût, le jeune homme se transforma en une jolie fleur qui porte encore son nom. La folie de Narcisse n'avait pas apaisé la douleur d'Écho. Elle continuait à veiller sur lui. Et lorsque Narcisse dit adieu à son propre reflet, Écho répéta doucement, tristement, « Adieu !» Aujourd'hui, la nymphe a tant maigri qu'il ne reste que sa voix. Et du fond de sa caverne, Écho répète encore les derniers mots des paroles qui lui sont adressées. Anta et Mamadou. Un jeune homme, du nom de Mamadou, qui voulait apprendre à lire et à écrire, partit un jour à la recherche d'une école. Il quitta sa province pour se rendre dans la région du Cayor, au Sénégal. Là vivait un savant qui enseignait aux enfants. Mamadou resta auprès de son maître aussi longtemps que nécessaire.
Quand il sut lire et écrire parfaitement, il décida de rentrer chez lui. Le jour de son départ, un camarade de classe qui appartenait à l'espèce des génies lui dit « Nous sommes amis. Puisque tu t'en retournes chez toi, je vais te charger d'un message pour mes parents et je te transporterai dans ton village à la vitesse de l'éclair. Tu ne sais pas qui je suis, mais moi, je te connais bien, car nous sommes nés au même endroit. Nous autres, les génies, nous vous reconnaissons très bien. Mais vous, les humains, vous ne pouvez pas nous apercevoir. Quand tu seras chez toi, mets à ton doigt cette bague d'argent, et tu pourras voir les génies et leur village. Si tu l'ôtes ou si tu la perds, tout disparaîtra de nouveau. » Le génie demanda ensuite à Mamadou de s'asseoir sur son tapis et de fermer les yeux. À peine Mamadou avait-il obéi qu'il se retrouva, comme par magie, dans son village. Le lendemain matin, Mamadou passa la bague à son doigt. Il aperçut alors tous les génies et leur village. Il alla rendre visite à la famille de son camarade. « Le génie, votre parent, vous envoie le bonjour, » leur dit-il. « Et où est-il, notre cher enfant ?» lui demanda-t-on. « Je l'ai laissé dans un village du Cayor. Il continue de fréquenter l'école. »« Ah !» s'écrièrent les parents. « Notre brave petit se conduit bien. Et toi, Mamadou, il faut que tu t'en retournes chez toi. Mais chaque fois que tu auras du temps libre, ne manque pas de venir nous voir. » Mamadou s'en retourna chez ses parents. Mais chaque fois qu'il en avait l'occasion, il rendait de longues visites au génie. C'est qu'il avait vu la sœur de son camarade, Anta, une jolie demoiselle, et qu'il désirait l'épouser. Lorsqu'il lui fit sa déclaration, Anta répondit « Je ne demande pas mieux. Pourtant, j'hésite à me marier avec un être humain. Vous êtes si coléreux et si bavard et vous mentez si facilement. Chez nous, il n'en va pas de même. Jamais un génie ne s'emporte. Jamais il ne trahit un secret. Il ne parle que pour dire la vérité. » Mamadou protesta. « Quand nous serons mariés, tu verras que moi non plus. Je ne m'emporte pas et que jamais je ne mens. » « S'il en est ainsi, le mariage est conclu. Je t'accepte pour mari. Mais je te défends de révéler à quiconque que tu as épousé une femme de l'espèce des génies. » « C'est entendu, » promit Mamadou. « Eh bien, » déclara Anta, « nous pouvons célébrer notre mariage. » Depuis, Anta et Mamadou vivaient heureux. Mais un jour, qu'Anta avait quitté à l'aube le village pour se rendre dans sa famille, Mamadou se réveilla pour constater que, pendant la nuit, son grenier de mil avait pris feu, son pur sang était mort, et son puissant taureau était tombé au fond du puits. Mamadou et toute sa famille avec lui étaient désespérés. Anta revint en fin de journée. En s'approchant de la case de son mari, elle entendit la mère de celui-ci se lamenter. « En un seul jour, voilà ton grenier de mil dévoré par les flammes. Ton cheval de race meurt, puis c'est ton grand taureau, un taureau de 5 ans qui périt aussi. Cette maison va être ruinée dans peu de temps. Cela devait arriver, c'est la conséquence de ton mariage avec une femme de l'espèce des génies. » À ces paroles, Anta décida de retourner dans sa famille. Mais avant de disparaître, elle suivit Mamadou jusqu'au champ. Et lorsqu'il s'endormit pour la sieste, elle lui ôta sa bague d'argent. À son réveil, Mamadou ne pouvait plus apercevoir les génies ni leur village. Il essaya de suivre le chemin qui menait chez Anta. En vain. Le village avait disparu.
Un beau jour, Anta revint dans le village de Mamadou. Elle trouva celui-ci endormi et le réveilla. Il s'écria « Anta, d'où viens-tu » ?« Je viens de mon village. »« Ce n'est pas vrai, vous l'avez tous quitté. »« Non, nous l'habitons toujours. »« Alors, pourquoi ne vivons-nous plus comme autrefois ?»« C'est qu'à présent notre mariage est rompu de par ma volonté. »« Pourquoi l'as-tu rompu ?»« Parce que tu n'as pas tenu ta promesse. » Quand tu m'as demandé de devenir ta femme, ne t'ai-je pas déclaré qu'il me serait difficile de le rester, parce que, vous autres humains, vous vous emportez, vous mentez et vous bavardez à tort et à travers. Et quand donc me suis-je emporté ? En quoi ai-je menti ? Pourquoi dis-tu que j'ai été bavard ? Tu as eu la langue trop pendue ? Mais à quel propos ? Dis-le-moi enfin ! Souviens-toi du jour où ton grenier de mil fut consumé, où ton cheval est mort, et ton grand taureau est tombé dans le puits. Tout cela, je ne l'ignorais pas. Mais je suis parti pour ne plus revenir car j'ai entendu ta mère se plaindre de moi. Ce qui est la preuve que tu lui as révélé notre secret et que tu as trahi ta promesse. Je vais te raconter ce qui s'est réellement passé. J'étais resté près de toi jusqu'à l'aube. Azraël, l'ange de la mort aux bras parsemés d'yeux et portant un arbre sur la tête, est venu. Il voulait s'emparer de toi. Je l'ai repoussé et rejeté sur ton grenier de mil qui a brûlé. Il a essayé alors d'emporter ta mère. Je l'ai jeté sur le cheval qui s'est effondré sous son poids. Il s'est néanmoins entêté à rester, prêt à se venger sur ta sœur. Et moi, une troisième fois, je l'ai combattu et repoussé. Il est tombé sur le taureau qui mourut en basculant dans le puits. Si je t'avais laissé mourir ainsi que ta mère et ta sœur, que serait devenue ta maison ? Elle aurait été perdue. Et si vous êtes tous encore en vie, ce fut grâce à l'incendie du grenier de mil, à la mort du cheval et à celle du taureau. Ne vaut-il pas mieux que les choses se soient passées ainsi ? Tu m'as trahi, mais avant de te quitter pour toujours, je devais te révéler la vérité. Et Anta s'en alla. Jamais Mamadou ne la revit. Amamellen avait une sœur, et toutes les fois qu'elle mettait au monde un garçon, il le tuait. Les choses se passèrent ainsi jusqu'à ce qu'un jour, ayant accouché en même temps que sa servante, la sœur d'Amamellen lui donna son fils et prit avec elle l'enfant de cette dernière. Amamellen vint, saisit cet enfant et le tua. Le fils de la femme libre resta chez la servante. Il grandit et devint homme. Il s'appelait Elias. Il n'est rien qu'Amamellen, qui n'était pas dupe de la supercherie, ne tenta pour attirer Elias dans un piège et le tuer. Mais le garçon était plus rusé que lui, et il ne put accomplir ses projets de meurtre. Un jour, Elias se rendit chez Amamellen. Il avait très soif, et Amamellen tenait secret le lieu où l'on trouvait de l'eau dans la montagne. Le sol de la montagne était de roches dures, et ne conservait pas l'empreinte des pieds. Amamellen allait la nuit avec ses serviteurs faire boire les troupeaux, et rentrait pendant que tout le monde dormait encore. Elias prit alors les souliers des serviteurs et les enduisit de graisse. Le lendemain, il suivit leurs traces. Là où les souliers avaient touché le rocher, ils avaient laissé de la graisse. Le garçon put ainsi arriver jusqu'à l'eau. Amamellen l'avait vu et le suivait. Au moment où Elias, penché au-dessus de l'eau, s'apprêtait à boire, il aperçut l'image d'Amamellen qui tirait son sabre et allait l'en frapper sur la nuque. Il eut juste le temps de s'élancer et de s'enfuir de l'autre côté.
Un autre jour, Amamélène marcha jusqu'à une vallée, et avec des pattes d'animaux morts, il y fit des traces de chamelles, de chèvres, de brebis et d'ânes. Il y mit aussi 3 vieux chameaux, l'un borgne, l'autre galeux, et le troisième ayant la queue coupée. Il rentra chez lui et, le lendemain, il proposa à Élias, en échange de sa tranquillité, « Va visiter cette vallée au loin. Tu nous diras ce qu'il s'y trouve. » Élias se rendit dans la vallée, et lorsqu'il fut de retour, Amamélène lui demanda « Eh bien, as-tu visité cette vallée ?»« Oui, répondit Élias, je l'ai visitée. »« Et que s'y trouve-t-il? Le pays te plaît-il, oui ou non ?»« Il me plaît. Seulement il y a des traces d'animaux morts et 3 vieux chameaux, dont l'un est borgne, l'autre galeux et le troisième a la queue coupée. Comment distingues-tu la trace d'un animal vivant d'un animal mort? La trace d'un animal vivant revient sur elle-même, tandis que celle d'un animal mort ne revient pas. Quoi reconnais-tu qu'un vieux chameau est borgne, ou qu'il a ses 2 yeux? Le chameau borgne mange toujours les arbres du côté de son bon œil. Et le chameau galeux? On reconnaît un chameau galeux parce qu'il se gratte à tous les arbres qu'il rencontre. Qu'est-ce qui te fait distinguer un chameau dont la queue est coupée de celui qui a sa queue? Lorsqu'un chameau qui n'a pas de queue vient à fienter, les crottes restent en tas, tandis que celui qui a sa queue s'en sert pour les disperser. Quelque temps plus tard, Amamélène, qui ne s'avouait pas vaincu, alla dans un certain endroit et ramassa beaucoup d'herbes, dont il fit plusieurs tas. Il revint et dit à Élias, « Demain, tu iras à tel endroit et tu rapporteras l'herbe que j'y ai mise en tas. » Le lendemain, Amamélène prit les devants et se blottit dans un tas d'herbes, attendant Élias pour le tuer. Celui-ci vint et rassembla toute l'herbe, excepté un tas dont il ne voulut pas s'approcher. Ses compagnons l'interrogèrent. « Tu as rassemblé tous les tas d'herbes. Pourquoi laisses-tu celui-là ?»« Celui-là respire, » dit Élias. « Les autres ne respirent pas. » En entendant cela, Amamélène se leva précipitamment, saisit son javelot et le lança contre Élias, qu'il manqua. Il s'écria alors, « Va, je m'incline devant toi, fils de ma sœur que ma sœur a enfanté et qu'elle a fait enfanter à sa servante. » Et depuis ce jour, Élias peut vivre près de sa mère en toute tranquillité. Blanche-Neige. Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'ébène, et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit « Si seulement j'avais un enfant, aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre. » Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche comme neige, rose comme sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle, mais elle était fière et vaniteuse et ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir magique, et quand elle s'y regardait en disant « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et elle était contente. Elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle eut atteint ses 17 ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour que celle-ci demandait au miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit «
Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. » La reine en fut épouvantée. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine, tant elle éprouvait de haine à son égard. Elle en avait perdu le repos, le jour et la nuit. Elle fit venir un chasseur et lui dit « Emmène l'enfant dans la forêt. Je ne veux plus la voir. Tue-la et rapporte-moi pour preuve de sa mort ses poumons et son foie. » Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dégainé son poignard pour en percer le cœur innocent de la jeune fille, celle-ci se mit à pleurer et dit « Oh, cher chasseur, laisse-moi la vie. Je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et ne rentrerai jamais à la maison. » Le chasseur eut pitié d'elle et dit « Sauve-toi, pauvre enfant. » Mais il songeait « Les bêtes de la forêt auront tôt fait de te dévorer. » Un marcassin passait justement. Le chasseur le tua de son poignard, prit ses poumons et son foie, et les apporta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. Le cuisinier reçut ordre de les apprêter, et la méchante femme les mangea, s'imaginant qu'ils avaient appartenu à Blanche-Neige. La pauvre petite, elle, était au milieu des bois, toute seule. Sa peur était si grande qu'elle regardait toutes les feuilles de la forêt, sans savoir ce qu'elle allait devenir. Elle se mit à courir sur les cailloux pointus et à travers les épines. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir, aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maison et y pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. On y voyait une petite table couverte d'une nappe blanche, avec 7 petites assiettes et 7 petites cuillères, 7 petites fourchettes et 7 petits couteaux, et aussi 7 petits gobelets. Contre le mur, il y avait 7 petits lits alignés, les uns à côté des autres, et recouverts de draps tout blancs. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet, car elle ne voulait pas manger la portion tout entière de l'un des convives. Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher. Mais aucun des lits ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court. Elle les essaya tous. Le 7e, enfin, fut à sa taille. Elle s'y allongea, se confia à Dieu et s'endormit. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains, qui, dans la montagne, travaillaient à la mine. Ils allumèrent leurs 7 petites lampes, et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un y était venu, car rien n'était plus tel qu'il l'avait laissé. Le premier dit « Qui s'est assis sur ma petite chaise ?» Le deuxième « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» Le troisième « Qui a pris de mon pain ?» Le quatrième « Qui a mangé de mes légumes ?» Le cinquième « Qui se servit de ma fourchette ?» Le sixième « Qui a coupé avec mon couteau ?» Le septième « Qui a bu dans mon gobelet ?» Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été rangé. « Qui a touché à mon lit ?» dit-il. Les autres s'approchèrent en courant et chacun s'écria « Dans le mien aussi, quelqu'un s'est couché !» Mais le septième, quand il regardait son lit, il vit Blanche-Neige endormie. Il appela les autres, qui vinrent bien vite et poussèrent des cris étonnés. Ils prirent leurs 7 petites lampes et éclairèrent le visage de Blanche-Neige. « Seigneur Dieu, s'écrièrent-ils, que cet enfant est joli !» Ils en eurent tant de joie qu'ils ne l'éveillèrent pas et la laissèrent dormir dans le petit lit. Le 7e des nains coucha avec ses compagnons, 1 heure avec chacun, et la nuit passa ainsi. Au matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les 7 nains, elle s'effraya. Mais ils la regardaient avec amitié et posaient déjà des questions. « Comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Blanche-Neige, répondit-elle. « Comment es-tu venue jusqu'à nous ?» Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve, et qu'elle avait ensuite couru tout le jour, jusqu'à ce qu'elle trouvât cette petite maison,
Les nains lui dirent « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre et tricoter, si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous et tu ne manqueras de rien. »« D'accord, d'accord, de tout mon cœur, » dit Blanche-Neige. Et elle resta auprès d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient pour la montagne où ils arrachaient le fer et l'or. Le soir, ils s'en revenaient et il fallait que leur repas fût prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule. Les bons petits nains l'avaient mise en garde. « Méfie-toi de ta belle-mère. Elle saura bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. » La reine, cependant, après avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige, s'imaginait qu'elle était redevenue la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et demanda « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts des Reins, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » La reine en fut bouleversée. Elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle se creusa la tête pour trouver un nouveau moyen de la tuer, car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle au pays, elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun repos. Ayant finalement découvert un stratagème, elle se farda le visage et s'habilla comme une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable. Ainsi déguisée, elle franchit les 7 montagnes derrière lesquelles vivaient les 7 nains. Elle frappa à la porte et dit « J'ai du beau, du bon à vendre, à vendre. » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Bonjour, chère madame, qu'avez-vous à vendre ?»« De la belle, de la bonne marchandise, répondit-elle. Des corselets de toutes les couleurs. » Elle lui en montra un tressé de soie multicolore. « Je peux bien laisser entrer cette honnête femme, se dit Blanche-Neige. » Elle déverrouilla la porte et acheta le joli corselet. « Enfant, dit la vieille, comme tu t'y prends. Viens, je vais te l'ajuster comme il faut. » Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corselet. Mais la vieille serra rapidement et si fort que la jeune fille perdit le souffle et tomba comme morte. « Et maintenant, tu as fini d'être la plus belle, dit la vieille en s'enfuyant. Le soir, peu de temps après, les 7 nains rentrèrent à la maison. Quel effroi fut le leur lorsqu'ils virent leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol, immobile et sans vie. Ils la soulevèrent et virent que son corselet la serrait trop. Ils en coupèrent vite le cordonnet. La jeune fille commença à respirer doucement et peu à peu, elle revint à elle. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent « La vieille marchande n'était autre que cette mécréante de reine. Garde-toi de laisser entrer quelqu'un quand nous ne sommes pas là. » La méchante femme, elle, dès son retour au château, s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Une nouvelle fois, le miroir avait répondu « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts des Reins, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » Quand la reine entendit ces mots, elle en fut si bouleversée qu'elle sentit son cœur étouffé. Elle comprit que Blanche-Neige avait recouvré la vie. « Eh bien, dit-elle, je vais trouver quelque moyen qui te fera disparaître à tout jamais. » Par un tour de sorcellerie qu'elle connaissait, elle empoisonna un peigne. Elle se déguisa à nouveau et prit l'aspect d'une autre vieille femme. Elle franchit ainsi les 7 montagnes en direction de la maison des 7 nains, frappa à la porte et cria « Bonne marchandise à vendre !» Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Passez votre chemin, je n'ai le droit d'ouvrir à quiconque. »« Mais tu peux bien regarder, dit la vieille, en lui montrant le peigne empoisonné. Je vais te peigner joliment. » La pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et laissa faire la vieille. À peine le peigne eut-il touché ses cheveux que le poison agit et que la jeune femme tomba sans connaissance. « Et voilà, dit la méchante femme, c'en est fait de toi, prodige de beauté. » Et elle s'en alla. Par bonheur, le soir arriva vite et les 7 nains rentrèrent à la maison.
Quand ils virent Blanche-Neige étendue comme morte sur le sol, ils songèrent aussitôt à la marâtre, cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'ils l'eurent retiré de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle, et elle leur raconta ce qui s'était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne. Rentrée chez elle, la reine s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Comme la fois précédente, le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » Quand la reine entendit cela, elle se mit à trembler de colère. « Il faut que Blanche-Neige meure !» s'écria-t-elle. « Dussé-je en périr moi-même ?» Elle se rendit dans une chambre sombre et isolée, où personne n'allait jamais, et y prépara une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle semblait belle, blanche et rouge, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais il suffisait d'en manger un tout petit morceau pour mourir. Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne. Ainsi transformée, elle franchit les 7 montagnes pour aller chez les 7 nains. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit « Je n'ai le droit de laisser entrer quiconque ici. Les 7 nains me l'ont interdit. »« D'accord, répondit la paysanne. J'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs. Mais je vais t'en offrir une. »« Non, dit Blanche-Neige. Je n'ai pas le droit d'accepter quoi que ce soit. »« Aurais-tu peur d'être empoisonnée ?» demanda la vieille. « Regarde, je partage la pomme en 2. Tu mangeras la moitié qui est rouge, moi celle qui est blanche. » La pomme avait été traitée avec tant d'art que seule la moitié rouge était empoisonnée. Blanche-Neige regarda le fruit avec envie, et comme elle vit que la paysanne en mangeait, elle ne put résister plus longtemps. Elle tendit la main et prit la partie empoisonnée de la pomme. À peine y eut-elle mis les dents qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la regarda de ses yeux méchants, ricana et dit « Blanche comme neige, rose comme sang, noire comme ébène. Cette fois-ci, les nains ne pourront plus te réveiller. » Et quand elle fut de retour chez elle, elle demanda au miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit enfin « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et son cœur jaloux trouva le repos, pour autant qu'un cœur jaloux puisse le trouver. Quant au soir, les petits nains arrivèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol sans souffle. Ils la soulevèrent, cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné, défirent son corselet, coiffèrent ses cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin, mais rien n'y fit. La chère enfant était morte, et morte elle restait. Ils la placèrent sur une civière, s'assirent tous les 7 autour d'elle et pleurèrent 3 jours durant. Puis ils se préparèrent à l'enterrer, mais elle était restée fraîche comme un être vivant et ses jolies joues étaient roses comme auparavant. Ils dirent « Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. » Ils fabriquèrent un cercueil de verre transparent où on pouvait la voir de tous les côtés, l'y installèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en ajoutant qu'elle était fille de roi. Ils portèrent le cercueil en haut de la montagne et l'un d'eux monta la garde auprès de lui. Longtemps, Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil, toujours aussi jolie. Il arriva qu'un jour, un prince, qui chevauchait par la forêt, s'arrêta à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne et la jolie Blanche-Neige. Il dit aux nains « Laissez-moi le cercueil, je vous en donnerai ce que vous voudrez. » Mais les nains répondirent « Nous ne vous le donnerons pas pour tout l'or du monde. » Il dit « Alors, donnez-le-moi pour rien, car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige. Je veux lui rendre honneur et respect, comme à ma bien-aimée. » Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et ils donnèrent le cercueil. Le prince le fit emporter sur les épaules de ses serviteurs. Comme ils allaient ainsi, l'un d'eux buta sur une souche.
La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangé. Puis après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se leva. Elle était de nouveau vivante. « Seigneur, où suis-je » demanda-t-elle. « Auprès de moi » répondit le prince, plein d'allégresse. Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi, tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige accepta. Elle l'accompagna et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur. La méchante reine avait également été invitée au mariage. Après avoir revêtu ses plus beaux atours, elle prit place devant le miroir et demanda « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune souveraine est 1000 fois plus belle. » La méchante femme proféra un affreux juron et elle eut peur, si peur, qu'elle en perdit la tête. Bâton, tape! Il était une fois une famille pauvre qui comptait 3 fils, Pierre, Jacques et Jean. Un jour, Pierre, l'aîné, dit « Je vais aller chercher du travail. Je reviendrai quand je serai riche. » Il partit sur la grande route et marcha. Un soir, n'ayant plus qu'un crouton de pain à se mettre sous la dent, il rencontra une vieille qui lui demanda « Voulez-vous m'indiquer le chemin pour aller à Châteauguay ?» Pierre la renseigna, puis elle dit « Avez-vous quelque chose à donner à une vieille pauvresse ?» Pierre lui donna son crouton de pain. La vieille l'accepta et lui dit « Je suis une fée. Pour te remercier de ta gentillesse, voici une nappe blanche. Tu n'auras qu'à dire « Nappe, mets la table ». Et aussitôt, des mets de toutes sortes s'y déposeront tout seuls. « Oh, merci, merci » fit Pierre, s'empressant de reprendre la route en direction de chez ses parents. Il marcha d'un bon pas, mais la nuit arriva. Il était fatigué. Alors, il s'arrêta dans une auberge. Avant de dormir, comme il avait faim, il sortit sa nappe et commanda « Nappe, mets la table !» Aussitôt, la nappe se déplia sous ses yeux et se couvrit de mets succulents et de fruits appétissants. Mais l'aubergiste avait vu le manège, et dans la nuit, il vola la nappe, qu'il remplaça par une autre identique. Le lendemain matin, Pierre quitta l'auberge et fila vers sa maison. « Voyez, s'empressa-t-il de dire à ses parents, je rapporte une nappe merveilleuse, qui se couvre de mets et de fruits délicieux. Vous allez voir. » Il sortit la nappe blanche de son sac et lança « Nappe, mets la table !» Mais la nappe resta pliée et rien n'apparut. Alors Pierre la saisit, la déplia, l'examina et constata que ce n'était pas la sienne. « Ce doit être l'aubergiste qui me l'a volée !» s'écria-t-il, tout penaud. Alors, l'un de ses frères, Jacques, annonça tout à coup « Moi aussi, je pars chercher du travail, et je retrouverai bien la nappe de Pierre !» À son tour, il marcha. Il arriva un bon matin, au bord d'une rivière, sans beaucoup d'eau, où était assise une vieille femme, toute courbée par l'âge. Le voyant s'approcher, elle l'interpella. « Voulez-vous m'aider à traverser la rivière ?» Jacques y consentit sans hésiter. Arrivé sur l'autre rive, la vieille lui dit « Je suis une fée. »
Pour te récompenser de m'avoir secouru, je te donne cette poule. » Et elle sortit une poule de sous son manteau, ajoutant « Dis, poule, ponds-moi de l'or, et elle pondra de l'or. » Enchanté, Jacques remercia la vieille et s'empressa de rentrer chez ses parents. Il marcha longtemps et finit par s'arrêter pour dormir à l'auberge où son frère, Pierre, avait fait halte. Il monta à sa chambre et dit à sa poule « Poule, ponds-moi de l'or !» Et la poule pondit 3 œufs d'or. Pour payer sa dépense, il en donna un à l'aubergiste, qui eut des doutes sur sa provenance. Durant la nuit, ce dernier alla dans la chambre où dormait son client, vit la poule et la vola. Il la remplaça par une autre en tout point semblable. Le lendemain, Jacques arriva à la maison tout joyeux en disant « Voyez ma jolie poule, elle pond de l'or, regardez bien !» Il posa sa poule sur la table et dit « Poule, ponds-moi de l'or !» Tout ce que fit la poule, se fit de branler la tête et de chanter « Jacques était bien peiné. Il s'écria « Ah, c'est le vilain aubergiste qui m'a volé ma poule !» Alors Jean, le plus jeune des 3 frères, dit « C'est à mon tour de tenter ma chance. Je pars chercher fortune. » Comme ses frères avant lui, il marcha sur le chemin. Puis, à la tombée du jour, voilà, il arriva à l'orée d'un grand bois où se tenait une vieille femme qui lui dit « Mon cher petit, voulez-vous m'aider à traverser ce bois ? Il fait bien noir et j'ai peur des voleurs. » « Volontiers, dit Jean. » Il prit alors la main de la vieille et la conduisit de l'autre côté du bois. Arrivé là, la vieille se redressa et déclara « Je suis une fée. Pour te récompenser de ta gentillesse, je te fais cadeau de ce bâton. Tu n'auras qu'à dire « Bâton, tape !» et aussitôt il se mettra à taper sur qui tu voudras. » Jean était enchanté. Il remercia la fée et se dirigea bien vite vers la maison, où l'attendaient ses frères et ses parents. Mais la nuit tomba, et Jean était fatigué. Il s'arrêta dormir à l'auberge, là même où ses frères avaient fait halte. Après une bonne nuit de repos, il demanda à l'aubergiste « C'est vous qui avez volé la nappe de mon frère, la nappe qui met la table ?»« Jamais de la vie, répliqua l'aubergiste. Je n'ai rien volé du tout. »« Vous allez me la rendre, ou je vous fais cogner par mon bâton, dit Jean. »« Je n'ai rien à vous rendre, protesta le bonhomme. »« Soit, fit Jean. Alors, bâton, tape !» Aussitôt, le bâton s'abattit sur les épaules de l'aubergiste. Bang, bim, L'aubergiste se sauva en se lamentant et en criant « Arrêtez, arrêtez votre bâton !»« Pas tant que vous ne m'aurez pas rendu la nappe de mon frère, répondit Jean. Le corps meurtri, l'aubergiste sortit enfin la nappe blanche du buffet et la donna à Jean qui arrêta son bâton. Puis le jeune homme s'en alla sur le chemin. Mais le soir même, le voici de retour, demandant asile pour la nuit. Et le lendemain matin, il dit à l'aubergiste « Maintenant, rendez-moi la poule que vous avez volée à mon frère. »« Je n'ai pas volé de poule, protesta l'aubergiste. »« Si vous ne me la rendez pas, je vous fais cogner par mon bâton. »« Non, non, je n'ai pas ta poule !» hurla l'aubergiste en se sauvant, car il avait très peur des coups de bâton. Jean lança « Bâton, tape !» Le bâton courut après le bonhomme, lui sauta sur le dos et lui tapa sur les épaules. Le bâton tapa. Bing, bang, bang. Le vilain aubergiste cria et se roula par terre, mais le bâton continuait de taper. Bing, bang. N'en pouvant plus de douleur, l'aubergiste alla chercher la poule et la remit à Jean, qui arrêta son bâton et reprit la route. En chemin, il rencontra 3
3 voleurs qui lui dirent « Donne ta poule, et tout est bien. Sinon, nous te pendrons à la plus haute branche de cet arbre. »« Laissez-moi passer, dit Jean, ou je vous fais massacrer par les coups de mon bâton. »« Ha ha !» dirent les voleurs, riant de ces menaces. « Nous allons te pendre !»« Bâton, tape !» cria alors Jean, et le bâton s'abattit comme la grêle sur les épaules des voleurs. Bing, bang, pan, pan. Les voleurs épouvantés s'enfuirent, poursuivis par le bâton déchaîné. Bing, bang, pan, pan. Jean rappela son bâton et se remit en route. Il arriva chez ses parents et s'exclama joyeusement « J'ai tout rapporté. La nappe, la poule et mon bâton qui cogne quand je veux. Voici la nappe. » « Nappe, mets la table, lança Pierre. Aussitôt, la nappe s'étala et se couvrit de mets et de fruits appétissants. Jean sortit la poule de son sac et Jacques dit « Poule, ponds-moi de l'or !» Et la poule pondit 3 œufs d'or. Ce fut alors, dans la pauvre demeure, une soirée de réjouissance agrémentée d'un festin de roi. Pierre, Jacques et Jean avaient vraiment fait fortune. Ils rendirent la vie douce à leurs parents et tous les 5 vécurent heureux et contents jusqu'à la fin de leurs jours. Baba Yaga. Dans un village de la campagne russe, vivait une petite fille qui n'avait plus de maman. Son père se remaria, mais il choisit une méchante femme. Elle détestait la petite fille et la traitait mal. « Comment faire pour me débarrasser de cet enfant ?» songeait la marâtre. Un jour, que son mari s'était rendu au marché vendre du blé, elle dit à la petite fille « Va chez ma sœur, ta gentille tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. » La petite fille mit son joli fichu rouge et partit. En route, elle se dit, comme elle était maligne, « J'irai d'abord demander conseil à ma vraie gentille tante, la sœur de ma vraie maman. » Sa tante la reçut avec bonté. « Tante, dit la petite fille, la nouvelle femme de papa m'a envoyé chez sa sœur lui demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise, mais d'abord je suis venue te demander, à toi, un bon conseil. » Tu as eu raison. La sœur de ta marâtre n'est autre que Baba Yaga, la cruelle ogresse. Mais écoute-moi, il y a dans son jardin un bouleau qui voudra te fouetter les yeux avec ses branches. Noue un ruban autour de son tronc. Tu verras une grosse barrière qui grince et qui voudra se refermer toute seule. Mets de l'huile sur ses gonds. Des chiens voudront te dévorer. Jette-leur du pain. Enfin, tu verras un chat qui te crèverait les yeux. Donne-lui un bout de jambon. « Merci bien, ma tante, » répondit la petite fille. Elle marcha longtemps, puis arriva enfin à la maison de Baba Yaga. Baba Yaga était en train de tisser. « Bonjour, ma tante. »« Bonjour, ma nièce. »« Ma mère m'envoie te demander une aiguille et du fil pour qu'elle me couse une chemise. »« Bon. Je m'en vais te chercher une aiguille bien droite et du fil bien blanc. En attendant, assieds-toi à ma place et tisse. » La petite fille se mit au métier. Elle était bien contente. Soudain, elle entendit Baba Yaga dire à sa servante dans la cour « Chauffe le bain et lave ma nièce soigneusement. Je veux la manger au dîner. » La petite fille trembla de peur. Elle vit la servante entrer et apporter des bûches, des fagots et des seaux pleins d'eau.
Alors, elle s'efforça de prendre une voix aimable et gaie, et elle dit à la servante, « Eh, ma bonne, fends moins de bois, et pour apporter l'eau, sers-toi plutôt d'une passoire. » Et elle lui donna son joli fichu rouge. La petite fille regarda tout autour d'elle. Un feu vif et clair commençait à flamber dans la cheminée, l'eau se mettait à chanter dans le chaudron, et bien que ce fût une eau d'ogresse, elle chantait une jolie chanson. Mais Baba Yaga s'impatientait. De la cour, elle demanda, « Tu tisses, ma nièce? Tu tisses, ma chérie ?»« Je tisse, ma tante, je tisse. » Sans faire de bruit, la petite fille se leva, alla à la porte, mais le chat était là, maigre, noir, effrayant. De ses yeux verts, il regarda les yeux bleus de la petite fille, et déjà il sortait ses griffes pour les lui crever. Mais elle lui donna un morceau de jambon et lui demanda doucement, « Dis-moi, je t'en prie, comment je peux échapper à Baba Yaga ?» Le chat mangea d'abord tout le morceau de jambon. Puis il lissa ses moustaches et répondit, « Prends ce peigne et cette serviette, et sauve-toi. Baba Yaga va te poursuivre. Colle l'oreille contre la terre. Si tu l'entends approcher, jette la serviette, et tu verras. Si elle te poursuit toujours, colle encore l'oreille contre la terre, et quand tu l'entendras sur la route, jette le peigne, et tu verras. » La petite fille remercia le chat, prit la serviette et le peigne, et s'enfuit. Mais, à peine sortie de la maison, elle vit deux chiens encore plus maigres que le chat, tout prêts à la dévorer. Elle leur jeta du pain tendre, et ils ne lui firent aucun mal. Ensuite, c'est la grosse barrière qui grinça et qui voulut se refermer pour l'empêcher de sortir de l'enclos. Mais, comme sa tante le lui avait dit, elle lui versa toute une burette d'huile sur les gonds, et la barrière s'ouvrit largement pour la laisser passer. Sur le chemin, le bouleau siffla et s'agita pour lui fouetter les yeux. Mais elle noua un ruban rouge à son tronc, et le bouleau la salua et lui montra le chemin. Elle courut, elle courut, elle courut. Pendant ce temps, le chat s'était mis à tisser. De la cour, Baba Yaga demanda encore une fois, « Tu tisses, ma nièce? Tu tisses, ma chérie ?»« Je tisse, ma vieille tante, je tisse, » répondit le chat d'une grosse voix. Furieuse, Baba Yaga se précipita dans la maison. Plus de petite fille. Elle rossa le chat et cria, « Pourquoi ne lui as-tu pas crevé les yeux, traître ?»« Eh, dit le chat, voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais donné le plus petit os, tandis qu'elle m'a donné du jambon. » Baba Yaga rossa les chiens. « Hé !» dirent les chiens. « Voilà longtemps que nous sommes à ton service, et nous as-tu seulement jeté une vieille croûte, tandis qu'elle nous a donné du pain tendre ?» Baba Yaga secoua la barrière. « Hé !» dit la barrière. « Voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais mis une seule goutte d'huile sur les gonds, tandis qu'elle m'en a versé une pleine burette. » Baba Yaga s'en prit au bouleau. « Hé !» dit le bouleau. « Voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais décoré d'un fil, tandis qu'elle m'a paré d'un beau ruban de soie. »« Et moi ?» dit la servante, à qui pourtant on ne demandait rien. « Et moi, depuis le temps que je suis à ton service, je n'ai jamais reçu de toi ne serait-ce qu'une loque, tandis qu'elle m'a fait cadeau d'un joli fichu rouge. » Baba Yaga siffla son mortier, qui arriva ventre à terre, et elle sauta dedans. Jouant du pilon et effaçant ses traces avec son balai, elle s'élança à la poursuite de la petite fille à travers la campagne. La petite fille colla son oreille contre la terre. Elle entendit que Baba Yaga approchait. Alors, elle jeta la serviette qui se transforma en une large rivière. Baba Yaga fut bien obligée de s'arrêter. Elle grinça des dents, roula des yeux jaunes, courut à sa maison, fit sortir ses 3 bœufs de l'étable et les amena près de la rivière. Et les bœufs burent toute l'eau jusqu'à la dernière goutte. Alors, Baba Yaga reprit sa poursuite. La petite fille était loin. Elle colla l'oreille contre la terre. Elle entendit le pilon sur la route. Elle jeta le peigne qui se changea en une forêt touffue.
Baba Yaga essaya d'y entrer, de scier les arbres avec ses dents. Impossible. La petite fille écouta. Plus rien. Elle n'entendit que le vent qui soufflait entre les sapins verts et noirs de la forêt. Pourtant, elle continua de courir très vite, parce qu'il commençait à faire nuit, et elle pensait « Mon papa doit me croire perdue !» Le vieux paysan de retour du marché avait demandé à sa femme « Où est la petite ?»« Qui le sait ?» avait répondu la marâtre. « Voilà des heures que je l'ai envoyé faire une commission chez sa tante. » Enfin, la petite fille, les joues toutes rouges d'avoir couru, arriva chez son père. Il lui demanda « D'où viens-tu, ma petite ?»« Ah, dit-elle, petit père, ma mère m'a envoyé chez ma tante chercher une aiguille et du fil pour me coudre une chemise, mais ma tante, figure-toi que c'est Baba Yaga, la cruelle ogresse. » Et elle raconta toute son histoire. Le vieil homme était très en colère. Il roua de coups la marâtre et la chassa de sa maison en lui ordonnant de ne plus jamais revenir. Depuis ce temps, la petite fille et son père vivent en paix. Je suis passé dans leur village. Ils m'ont invité à leur table. Le repas était très bon et tout le monde était content. Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits des plus à la mode, et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience, et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondé, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément, dans le logis, Cucendron. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal, et qu'il pria toutes les personnes de qualité d'y venir. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur siéraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui godronnait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. « Moi, dit l'aîné, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. »« Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants qui n'est pas des plus indifférentes. » On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à 2 rangs et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En se faisant coiffer, elle lui disait « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. »« Tu as raison, on rirait bien si on voyait un Cucendron aller au bal. » Une autre que Cendrillon
les aurait coiffées de travers. Mais elle était bonne, et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de 2 jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. On rompit plus de 12 lacets, à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue. Et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva. Elles partirent, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien... Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas, oui, » dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, seras-tu bonne fille ?» dit sa marraine. « Je t'y ferai aller. » Elle la mena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans la souricière, où elle trouva 6 souris toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait, elle donnait un coup de sa baguette. Et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux d'un beau gris de souris pommelées. Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher, « Je vais voir, » dit Cendrillon, « s'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. »« Tu as raison, » dit sa marraine. « Va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre les 3 à cause de sa maîtresse Barbe, et une fois touché, il fut changé en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle lui dit « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. » Cendrillon ne les eut pas plus tôt apportés que la marraine les changea en 6 laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés et qui s'y tinrent attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ?»« Oui, mais est-ce que j'irai comme cela, avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps, ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand Cendrillon fut ainsi paré, elle monta en carrosse, mais sa marraine lui recommanda avant toute chose de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle partit, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cet inconnu. On n'entendait qu'un bruit confus. « Ah, qu'elle est belle !» Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles.
Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation dont le jeune prince ne mangea point tant il était occupé à considérer la princesse. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit 1000 honnêtetés. Elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car elle ne la connaissait point. Alors qu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11h03. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent à la porte. Cendrillon leur alla ouvrir. « Oh, que vous êtes longtemps à revenir !» leur dit-elle en bâillant, et se frottant les yeux et en s'étendant, comme si elle n'eût fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. « Ah, si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venu la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 civilités, elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle? Ne pourrais-je point la voir? Mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. »« Vraiment ?» dit Mademoiselle Javotte. « Je suis de cet avis. Prêter mon habit à un vilain cul-cendron comme cela, il faudrait que je fusse bien folle. » Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur avait bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs allèrent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle, et ne cessa de lui conter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point, et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé. De sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit, lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fût encore 11 heures. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflé, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne qu'une jeune fille fort mal vêtue, et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ces deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties et si la belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde, que le fils du roi l'avait ramassée, et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle.
mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant « Que je vois si elle ne me serait pas bonne !» Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme, qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et, approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore, quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors, ces deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais. Et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Celui qui n'en faisait qu'à sa tête. Rêve d'un songe eut un jour l'envie de voyager. Et à ceux qui lui en demandèrent la raison, il répondit : Je veux découvrir des choses qu'il ne m'est pas donné de voir chaque jour. Rêve d'un songe quitta donc les siens et partit. Il marchait depuis plus d'une lune, lorsqu'il vit un vieil homme qui pêchait au bord d'un fleuve. « Hey !» lui cria le vieux. « Tu es Rêve d'un songe, je te reconnais. J'ai bien connu ton père. Que puis-je faire pour toi ? Me dire où mène ce chemin ? À ta place, je n'irai pas plus loin. Mais si tu veux continuer, je te conseille de prendre garde. Dans cette forêt, tu verras un nouveau-né suspendu à une branche. Surtout, ne fais pas attention à lui, car en réalité, ce n'est pas un enfant, mais l'odieux serpent qui n'est jamais rassasié. Avant de le laisser partir, le vieux lui donna un couteau. « Prends ça, tu pourrais en avoir besoin. » Rêve d'un songe poursuivit sa route. Bientôt, il entendit des gémissements. Un bébé était suspendu à un arbre. Il passa devant sans s'arrêter, mais après quelques pas, il s'apitoya. « Qu'as-tu donc à pleurer ainsi ? Cela fait plus de 10 neiges que je n'ai pas tété ma mère. » Rêve d'un songe lui donna son doigt à sucer. « Tiens, prends toujours cela, je n'ai rien d'autre à t'offrir. » Le nouveau-né s'arrêta de pleurer et entreprit de sucer le doigt. Puis, il aspira la main. Et bientôt, tout le bras disparut dans sa bouche. Effrayé, Rêve d'un songe se souvint du couteau que lui avait donné le pêcheur. Il le planta dans le corps de l'enfant et celui-ci lâcha prise aussitôt. Mais quand Rêve d'un songe regarda son bras, il vit que le serpent qui n'est jamais rassasié avait avalé toute sa chair. Heureusement, se dit-il, que je ne lui ai offert qu'un seul de mes bras, et il se remit en chemin. Plus loin, le jeune homme rencontra une vieille en train de s'épouiller devant sa hutte. « Hey, n'est-ce pas Rêve d'un songe que je vois là ? J'ai bien connu ton père. Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, vieille, où conduit ce chemin ? Il traverse la vallée des squelettes. Si tu t'y aventures, ne t'y arrête pas.
Un oiseau y chante constamment, mais ne l'écoute pas, car il s'agit de l'oiseau qui jamais ne dort. Un des plus mauvais génies de la contrée. Tiens, voici un tomahawk, au cas où tu en aurais besoin. Rêve d'un songe prit l'arme et continua sa route. Après une courbe, le chemin devint si encombré de squelettes que le jeune homme eut du mal à avancer. C'est alors qu'il entendit un chant étrange. Il se dit « Siffle tant que tu le voudras, je sais qui tu es. » Puis, il s'arrêta pour contempler un crâne. À ce moment, il se sentit soulevé de terre et il monta vers les nuages. Au sommet d'une montagne, un oiseau le déposa dans son nid. « J'ai vu que tu étais fatigué, » lui dit le volatile. « J'ai été te chercher afin que tu te reposes ici. » Douillettement installé sur un lit de plumes, Rêve d'un songe s'endormit. L'oiseau saisit sa jambe et en aspira la moelle. Rêve d'un songe se réveilla en sursaut et asséna un coup de tomahawk sur la tête de l'oiseau. Et le garçon continua son voyage. Jusqu'au moment où il vit un vieil homme qui mettait son canoë à l'eau. « Hey, n'es-tu pas Rêve d'un songe ? Ton père était mon ami, et c'était un homme de bon sens. Que puis-je faire pour son fils ? Je voudrais savoir où mène cette rivière. Elle conduit au grand lac, mais en réalité ce n'est pas un lac. Il s'agit du monstre qui jamais ne bouge. Il digère ceux qui entrent dans son vaste estomac. Je veux y aller voir. Alors prends ce canoë. Cependant, fais très attention. Dès que tu sentiras une odeur nauséabonde, tu devras revenir très vite. Sinon, tu pourrais le regretter, car le monstre te dévorerait. » Rêve d'un songe embarqua dans le canoë et descendit la rivière. Il arriva devant une large étendue d'eau et une odeur fétide le prit à la gorge. « Faut-il que je revienne maintenant ?» se demanda-t-il. Mais bien installé au fond de son canoë, il décida de continuer. Rêve d'un songe ne se rendait pas compte qu'il était déjà avalé par le monstre. L'obscurité se fit autour de lui et elle devint de plus en plus épaisse à mesure qu'il progressait. Le jeune homme fut alors pris de peur. Il pagaya de plus en plus vite. Enfin, il vit devant lui une faible lueur qui grandit à mesure qu'il avançait. Puis, ce fut une vive clarté. Rêve d'un songe venait de sortir du monstre. Fou de joie, il agita le bras et son embarcation chavira. Il nagea jusqu'à la rive et poussa un soupir de soulagement. Mais pendant cet affreux voyage, le monstre avait avalé toute sa chair. Le jeune homme revit alors le vieil homme qui lui avait donné son canoë. « Aide-moi, porte-moi sur ton dos, je suis exténué. » L'homme répondit. « Ah tiens, voilà qui est bizarre, un squelette me parle. »« Je ne suis pas un squelette, je suis Rêve d'un songe. » Le vieillard fut secoué par un grand rire. « Ainsi tu es ce jeune fou dont je connaissais le père. Tu n'as nul besoin d'aide puisque tu n'en fais toujours qu'à ta tête. » Et l'homme entreprit de couper un arbre sans plus s'occuper du jeune homme. Alors, Rêve d'un songe retourna à pied dans son village. Ses amis rirent bien en le voyant. Une grue leur avait raconté toute l'histoire. Non seulement Rêve d'un songe avait perdu son couteau, son tomahawk et son canoë dans l'aventure, mais le dernier mauvais génie l'avait sucé jusqu'à l'os. Et c'est ainsi qu'il vécut, à l'état de squelette, au milieu des siens. Celle qui ne voulait pas se marier. Mon histoire se passe il y a très longtemps. Dans un pays blanc, balayé par la neige et le vent, le toit du monde.
le long de la banquise, un petit village d'igloo s'est construit pour l'hiver. Et tout au bout de ce village, dans le plus petit igloo, un chasseur vit seul avec sa fille Sana. Éclairé par la lampe à huile, ils se partagent une nageoire de phoque. « Regarde-moi, Sana, je suis vieux et je reviens toujours bredouille de la chasse. Nous mangeons ce soir nos dernières provisions. Il faut que tu te maries. Il y a beaucoup de bons chasseurs qui rêveraient de t'épouser et qui pourraient t'apporter chaque jour un nouveau phoque à dépecer. Pourquoi ne veux-tu pas te marier ?» Mais une fois de plus, sa fille ne lui répondit que par un silence gêné. Un jour, lassé de l'avoir refusé tous les hommes qui se présentaient, son père finit par lui dire « Épouse donc notre chien et partez tous les deux, loin du village, sur cette île que l'on aperçoit là-bas. » La jeune femme, résignée, s'exila sur l'île avec son mari chien. Très vite, la nourriture vint à manquer. Le chien avait été un précieux atout pour son maître. Mais maintenant qu'il était seul, il était incapable de rapporter du gibier. Les jours passèrent ainsi. Sana tentait tant bien que mal de se nourrir de quelques poissons pêchés. Mais cela ne contentait pas son estomac, qui criait famine de plus en plus souvent. Les choses s'aggravèrent lorsqu'elle tomba enceinte, puis accoucha d'une portée de petits chiens. Sana ne parvenait plus à pêcher suffisamment de poissons pour nourrir toute la famille. Un matin, elle demanda à son mari d'aller chez son père chercher de la nourriture. Elle lui accrocha sa petite bourse en peau de phoque autour du cou et lui dit de nager jusqu'au village. Le chien arriva très affaibli sur le rivage, où il trouva le père de Sana occupé à dépecer un phoque. « Bonjour, maître, c'est ta fille qui m'envoie. Elle a 2 choses importantes à te dire. La première, c'est que tu es devenu grand-père. La seconde, c'est que ta fille et tes petits-enfants ont très faim. Je suis venu te demander ton aide. » Le père remplit la bourse de viande de phoque et invita le chien à revenir chaque jour chercher de la nourriture. Ainsi, chaque matin, le mari chien quittait l'île pour le campement paternel et chaque soir, il revenait avec quelques victuailles. Du phoque, du caribou, du poisson, parfois même de la viande d'ours. Un jour, le père décida d'aller rendre visite à ses petits-enfants. Il ne les avait jamais vus et il avait hâte de les rencontrer. Dès qu'il accosta sur l'île, les chiots accoururent à sa rencontre pour fêter son arrivée. Ils l'accueillirent comme le font souvent les chiens avec leur maître, en lui mordillant les mollets et en lui donnant des grands coups de langue. Mais le père de Sana n'apprécia pas du tout cet accueil. Il réalisa qu'il ne souhaitait pas avoir des chiots comme petits-enfants. Il aurait 1000 fois préféré être accueilli par des enfants, qui lui auraient sauté au cou et qui l'auraient couvert de vrais baisers. Puis il trouva sa fille dans un état déplorable. Comme son mari chien ne pouvait pas chasser, elle mangeait rarement à sa faim et elle n'avait pas de peau d'animaux pour se coudre des vêtements chauds. Le père de Sana déposa la nourriture qu'il avait apportée et reprit la mer. Tout en ramant, il réfléchissait à une manière de mettre fin à cette situation intolérable. Le lendemain, lorsque le mari chien vint à nouveau chercher de la nourriture, le père remplit la petite bourse accrochée à son cou en y introduisant non pas de la viande, mais de lourdes pierres. Le chien repartit à la nage, mais alourdi par le poids de la bourse, il s'épuisa rapidement et se noya. Le père devait désormais approvisionner lui-même quotidiennement sa fille et ses petits-enfants. Mais Sana craignait qu'il tue également ses bébés.
Elle voulut le dissuader de revenir les voir et conseilla à ses enfants. « La prochaine fois que votre grand-père arrivera, allez à sa rencontre sur le rivage. Léchez et mordillez son kayak. Puis, donnez-lui des petits coups de dents de plus en plus féroces. » Son plan fonctionna à merveille. Apeuré par l'accueil des chiots, le père de Sana fit demi-tour et ne revint plus jamais sur l'île. Mais à peine ce danger écarté, un autre survint aussitôt. Le spectre de la famine revint hanter la petite famille. En renonçant à leur principale source d'approvisionnement, Sana et ses chiots étaient de nouveau confrontés à la faim. Alors, pour sauver ses enfants chiens, Sana décida de les envoyer au loin. Elle les répartit en 3 groupes et donna à chacun des consignes précises. Elle fit d'abord partir un premier groupe, muni d'arcs et de flèches, vers la forêt boréale en lui disant « Partez vers le sud et restez dans la forêt. Vous y trouverez toujours de quoi vous nourrir. » C'est ainsi que ces bébés chiens devinrent les ancêtres des Amérindiens. Sana prit ensuite une semelle de ses bottes et prononça des paroles si puissantes que la semelle se transforma en Umiak, une très grande embarcation en peau de phoque. Elle y déposa les chiots du second groupe en leur disant « Partez vers l'est, au-delà de cette grande mer, et ne revenez que sur de grands navires. » Ils partirent sur les flots et devinrent les ancêtres des Européens. Quant aux chiots du 3e groupe, elle préféra finalement les garder près d'elle, sur les territoires des Inuits. Ils restèrent donc sur place et se transformèrent en Nijikat, les esprits invisibles de l'intérieur des terres. Sana, elle, retourna vivre dans le campement familial, sous l'igloo paternel. Elle resta veuve très longtemps, refusant à nouveau les hommes qui la demandaient en mariage, jusqu'au jour où un bel étranger vint au village pour la séduire. Aventure dangereuse. Des hommes étaient en voyage. En chemin, ils s'arrêtèrent chez des anthropophages. Quand ceux-ci les virent la nuit, ils se mirent à se réjouir, les saisirent tous et les emprisonnèrent dans des cages de fer, 2 par 2 dans chaque cage. La nuit et le jour, à chaque moment, il leur donna à manger. Quand ils furent bien gras, ils en mangèrent 3. Une nuit que les anthropophages dormaient, un des prisonniers, qui était avisé, chercha un moyen de sortir avec ses compagnons. Quand il eut fait un trou par où pouvaient sortir 2 hommes, tous s'évadèrent. Le bruit du fer réveilla les gens qui se mirent à leur poursuite avec leurs lions et leurs serpents. Ils les reprirent tous, excepté 2, parmi lesquels était l'avisé. Ceux-ci parvinrent à s'échapper parce que, en entendant les anthropophages sur leurs traces, il avait construit une hutte d'herbe où ils s'étaient cachés, de sorte que personne ne les vit. Quand leurs ennemis furent partis, ils enlevèrent l'herbe et s'endormirent. À son réveil, l'avisé s'aperçut qu'un lion avait dévoré son compagnon. Il demeura stupéfait et effaré jusqu'à ce qu'il fût sorti de l'antre du lion et s'enfuit. Il aperçut une tente au loin vers laquelle il se dirigea. Il y vit une femme qui lui dit « Sois le bienvenu et le bien accueilli ». Puis elle l'invita à s'asseoir sur une natte, sous laquelle était dissimulé un trou. Quand l'avisé se fut assis, la femme tira la natte par-dessous et l'homme tomba dans un puits.
Il resta là jusqu'à l'arrivée du maître de la tente, portant 2 hommes qu'il avait égorgés. Sa femme lui raconta ce qu'il s'était passé avec la visée, puis ajouta « Va le tuer aussi, il est plus gras qu'eux !» Mais le prisonnier saisit le maître de la maison par ses longues tresses et le tua. Contrefaisant sa voix, elle demanda à la femme de le faire remonter. Celle-ci obéit, croyant qu'il s'agissait de son mari. À la vue de la visée, elle fut prise de terreur. Celui-ci l'obligea à lui livrer tout ce qu'il possédait en fait d'ornements, d'argent, de parures, d'esclaves, de chameaux, de moutons et de brebis. Elle lui donna tout cela, et il put revenir vers les siens.